Bonjour et bienvenue dans la chambre des goupilles pour cette deuxième vidéo de la basse EBF 04L ou Nova 4. Donc on s'était arrêté sur la construction du truss rod et donc il avait été fait du coup la tranchée et le taillage de l'inclinaison de la tête. Et donc on reprend tout de suite au niveau du renfort en érable. Et donc la vidéo commence de manière assez abrupte parce que c'est la continuité directe de ce qui a été avant. Bonne vidéo. Donc après du coup pour un peu illustrer comment ça va rentrer, je le fais à chaque fois. Mais bon, ceux qui n'auront jamais regardé d'autres vidéos, ça vous permettrait de voir comment ça se met. Donc en fait, le truss rod se mettra comme ça, on foncera jusqu'au bout là-bas. Et donc il suffira de mettre par-dessus notre plaque d'érable qui servira à le cintrer, à remplir le trou qui a été codé. Donc comme il est incliné, ça permettra de bien le plaquer en position. Il y a des versions courbées aussi, mais moi je la fais vraiment à l'ancienne. Et donc là on peut voir du coup, lorsqu'on va mettre ça, si ça rentre comme il faut. Alors, censé rentrer direct comme ça. Et ça rentre comme il faut. Donc du coup en fait, là comme vous le voyez, j'ai un peu trop exagéré l'entrée du truss rod, donc en fait il va falloir que je reponce un peu plus droit. Mais à part ça, tout va bien, donc en fait ce que je vais devoir faire maintenant c'est enlever ça et ça. Si j'y arrive. Mettre ma tige d'érable. Ouais. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est un peu faire en sorte que ça rentre bien. Là, ce que je vois, c'est que j'en ai mis assez au bout. Il va falloir que je fasse ça comme ça. Et donc là, je vais marquer et après, je vais ressortir la planche de bois pour voir si déjà ça s'enfonce bien et si le réglage est bon. En fait, ce que je fais en général, c'est que je vais tirer une ligne droite au milieu et je vais le couper en deux plutôt que de la raser directement comme ça, où je risque d'avoir des problèmes si là il rentre pas forcément bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, ce que je vais faire là, c'est juste prendre un crayon. Hop. Et marquer la ligne droite de façon à voir si c'est cohérent avec ce que je suis censé avoir une fois qu'il sera monté. Et là on le voit, c'est vraiment bon en fait. Voilà, si vous arrivez à voir, je sais pas si, comme je suis devant la caméra, voilà. Donc, on a une parfaite représentation de l'inclinaison du truss rod là. Donc en fait ce que je vais faire là, que je regarde bien, voilà ça. Je vais quand même couper un peu plus large pour être sûr, et après je vais reponcer le bord parce qu'il me semble qu'il n'est pas droit, qu'il est légèrement incliné, donc ça évitera d'avoir un truss rod qui peut vibrer dans la tranchée en fait, et d'avoir quelque chose de plutôt bien plaqué. Ok, donc là j'ai fait partie. Donc, je fais la petite ligne en érable dont j'aurais besoin ici. Donc là, le truc qu'il va falloir faire, c'est un peu vérifier. Juste enlever un petit bout d'érable devant. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je vais enlever un petit peu sur les côtés aussi.
pour légèrement faciliter le passage du truss rod le cas échéant. Donc maintenant on va du coup mettre notre truss rod et normalement notre petite partie en boîtier, voilà. Comme ça. Il faudra juste que j'enlève un petit peu la cire qui est dessus. Donc cette fois, contrairement à d'habitude, je vais pas mettre de colle dans la partie où il y a l'ancrage, puisque le cas échéant, je veux qu'on puisse le changer. Pour coller ça, là, donc déjà, il va falloir bien préparer ça comme il faut. Hop. Il faut aller assez vite. Donc il va falloir que je prenne des serre-joints. J'en ai déjà quelques-uns là. On va commencer par 4. Et j'en mettrai tout le long après. Comment? Pour appliquer la colle, c'est pas forcément pratique d'avoir une cale qui est toute fine comme ça. Mais au moins, en fait, quand on va mettre les serre-joints, ça va moins pousser sur les côtés la tige de bois. Je vais quand même vérifier, encore une fois, qu'il y a rien qui dépasse dedans. Ici, vous voyez, il y avait un morceau de bois là qui coinçait. Et donc, on a l'air d'être plutôt bon là. Donc, on va prendre un petit bout de sopalin. Je vais écarter ça pour pouvoir placer ça comme il faut. Donc, je mets le truss rod en position. Et on va préparer tout pour appliquer la colle. Donc sur la Tite Bond, il faut bien faire attention à chaque fois d'enlever légèrement le bord de colle. Vu que le bouchon est fait pour directement l'appliquer, donc il suffit de le tirer. Donc en général, quand vous refermez, vous laissez un petit peu de colle dessus. Donc si vous êtes pressé, il faut faire attention. Donc je peux être à l'aise pour la première partie du truss rod, la renfort de truss rod, mais quand je serai de l'autre côté, il faudra que je le tienne comme il faut, quoi. Donc il faudra en mettre le moins possible. Là j'en ai quand même mis un petit peu trop, je pense. Hop, voilà. Donc moi j'applique ça au cure-dent. Ça évite de se salir les doigts, parce que le problème de coller avec le doigt, c'est que si vous avez un problème, vous touchez le bois, vous êtes obligé de poncer. Et donc, le moins de travail il y a en plus à faire, le mieux c'est pour moi. Je dois quand même vérifier qu'en dessous il n'y ait pas de colle qui tombe. Donc je vais quand même devoir peut-être des fois passer au doigt dessus. Ce qui est bien avec le cure-dent, c'est que je peux vraiment bien réguler le flux. Par contre, comme je le disais, j'en ai mis légèrement trop. Hop, on va mettre ça de l'autre côté du coup. Hop, voilà. Donc vous pouvez vous permettre de mettre un petit peu plus de colle tant qu'elle coule pas en dessous. Mais normalement avec la la capillarité, elle ne devrait pas tomber à cause du fait qu'elle soit en contact avec l'autre bois. Donc, et si votre tranchée est assez fine, il n'y aura aucune chance que ça coule dedans, vu qu'il y aura pratiquement tout l'excès qui sera barré au-dessus sur votre manche en fait. Hop là.
Donc moi je prends toujours mon temps, hein, quitte à ce que ça sèche légèrement. Là, enfin, on n'est quand même pas obligé d'aller méga vite. Par contre, au-delà de 5 minutes, je trouve que la colle est un peu trop dure à travailler. Par contre, tous ceux qui vous disent qu'il faut attendre des jours pour que ça sèche, ou moins de journées, c'est pas du tout le cas. Hein. Pour qu'il y ait de la... Bon, il faut aucun effort mécanique dessus, mais de la taille bande comme ça, moi au bout de 2 heures, quand je suis confiant, après il y a certaines étapes que je préfère mieux pas faire comme ça. Au bout de 2 heures, j'enlève les cadres. Il y a certaines pièces de structure où j'attends vraiment maximum 12 heures. Mais le bon compromis, c'est 4 ou 6 heures, ça suffit. Et après, vous le laissez sécher. Parce que normalement, pièce de lutherie bien faite, vous n'avez pas besoin de mettre de serre-joint ou n'importe quoi pour que ça tienne. Ça tiendra de toute façon. Donc là, ce que je regarde après, c'est que j'en ai pas mis en dessous. Ce que j'ai fait, bien sûr. Donc, alors, le problème, c'est de ce type de truss rod, c'est pas d'être collé. C'est que en fait, comme c'est un truss rod de compression, il doit, il doit être légèrement pas solidaire aux manches pour que il ait envie de revenir en position normale assez simplement. Sinon, vous devrez trop vite serrer la vis, vous ferez trop d'efforts dessus, et souvent, soit le truss rod n'aura pas d'efficacité, soit il sera mort prématurément. Donc là, je vérifie que la colle ne risque pas de tomber, et on va mettre ça en place, voilà. Donc on met vraiment juste ce qu'il faut de colle, sachant qu'après de toute façon si vous n'êtes pas sûr de vous, donc là déjà on voit que avec le fait d'avoir mis de la colle, on a déjà de la tension, donc c'est pour ça que je vais avoir besoin de ça. Hop. Et voilà. Parce que ce qui est bien avec la taille de bande et à la fois un problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est une colle assez dense. Donc du coup, par exemple, ceux qui rentrent leur manche à force, il faut toujours... Après, ça qui est marrant, il faut toujours, après, un peu reponcer pour que la colle puisse passer, sinon vous bloquerez votre manche, pas forcément au fond de l'espace qui a été prévu pour, ce qui est techniquement un problème. Après, il y en a qui se fichent de ce problème-là, comme Gibson, qui n'a jamais fait... Alors là, ce que je regarde, c'est... de toute façon, j'aurai que mes yeux pour pleurer, mais je regarde que la planéité soit bonne du truss rod. Ça m'est déjà arrivé en testant, parce que ça m'arrive de tester à blanc le serrage et de m'apercevoir qu'au final, la cavité est courbée, mais dans le mauvais sens. Parce que un truss rod de compression, en fait, il marche d'une manière assez particulière, qui est de contrer un mouvement. Ça contre juste un mouvement. Donc en fait, il faut appliquer la bonne géométrie, ou il faut appliquer la bonne force comme il faut pour que le truss rod en retour ait le bon effet. Par exemple, la seule chose qui permet à un truss rod double action, qui permet à un truss rod simple action justement comme celui-là de bien marcher, c'est le fait qu'il y ait des cornes. En fait, par exemple, prenons un exemple que j'ai déjà eu, je vais resserrer en plus, vous inquiétez pas. Un exemple que j'ai déjà eu, c'est d'avoir, la dernière basse, j'ai voulu couper le dessous pour voir si le truss rod pouvait avoir un effet. Sauf qu'en faisant ça, en fait, j'ai eu une courbure inversée. J'ai tiré le truss rod et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a, continué le mouvement qui a été engagé dans l'autre sens, parce que en fait la géométrie avait changé et donc il contraint un mouvement qui n'était pas celui que je voulais.
Et donc quand j'ai dû remettre la touche, j'ai dû bien tout cintrer pour que tout revienne à plat, pour que ce soit la force des cordes qui contraignent le truss rod et qui tourne vers le bas en fait. Voilà. C'est exact, enfin c'est pas du tout la même façon de fonctionner qu'un truss rod double action, parce qu'un truss rod double action marche tout seul et le bois est contraint de travailler avec lui, tandis que le truss rod simple action, le bout de bois fait bouger le truss rod et quand vous serrez, ça redresse le truss rod. C'est pas du tout la même façon de fonctionner. Et c'est pour ça que techniquement, en termes sonores, après ça pourrait se discuter, hein, parce que si vous avez fait une guitare qui est connue et elle a eu un truss rod double action, c'est le son que vous voulez à la base. Mais en termes de tonalité, c'est mieux. Le mieux ce serait de ne pas avoir de truss rod du tout, mais c'est mieux d'avoir un truss rod simple action pour vraiment avoir à la fois le côté bois et puis voilà. En plus, l'intérêt d'avoir ce type de truss rod, c'est que ça stabilise le manche en fait en mettant une tige de bois, comment dire, vous faites comme lorsque vous mettez une tige de carbone, à moindre effet, hein, mais vous allez durcir un truc qui est censé pas être, qui est pas censé être rigide dans ce sens-là, puisqu'un bout de bois, c'est un bout de bois, il peut avoir le veinage qui tourne dans un sens, qui va vouloir tourner, mais si vous incluez une bande qui va être vraiment droite et géométrique, enfin former une ligne géométriquement parlant, et ben ça va stabiliser le manche. Et d'ailleurs, limite plus qu'un multipli qui sera mal fait. Donc je vais récupérer d'autres serre-joints. Après, lorsqu'on parle de truss rod simple action, c'est pas le seul qui existe. Il y a différentes manières de voir les choses. Par exemple, je devrais en parler dans une vidéo, mais il faut que je refasse la vidéo parce que c'était un peu n'importe quoi. Rickenbacker utilise un truss rod double simple action, qui est assez étrange. En fait, souvent c'est une barre qui est pliée sur elle-même, et donc c'est fait assez bizarrement. Il y a une barre plate, ça a été, en chaudronné, ça a été fait comme ça, une barre plate, et après on a notre tige ronde, la barre plate est retournée par-dessus, et en fait, en serrant, vous appliquez une force sur la barre plate qui est plus longue que l'autre, et en fait ça va faire tordre la barre. Ce qui est à peu près le même effet qu'un truss rod double action, sauf que vous avez que le choix de tourner pour mettre le manche vers le bas, ce qui est toujours le cas. Alors quand je dis manche vers le bas, c'est, comment dire, lorsque votre touche est bombée. Et donc vous n'avez toujours pas le choix, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les truss rods Rickenbacker sont si fragiles, c'est que la contrainte est assez énorme au final sur le truss rod, et en fait comme il est semi à plat en fait, puisque je crois que le filetage est fait sur une partie, donc ça fait un espèce de truc ovale, mais il y a la vis à des endroits où, je sais pas comment décrire ça, c'est comme si c'était une barre que vous filetez pour faire un cercle, mais du coup ça fait pas un cercle complet. Et du coup, ce que ça fait, c'est que à la fois la barre est fragile, et à la fois la barre du haut inflige beaucoup trop de force à celle du bas pour que ça fonctionne comme il faut sur la durée. Et qui plus est, le fait d'avoir deux truss rods est là pour combler un problème dû pour moi au fait que la touche est beaucoup trop épaisse pour que le manche reste stable sans avoir de truss rod. En gros, sur une Rickenbacker, vous pouvez pas avoir une Rickenbacker qui se joue bien sans avoir d'action dans le truss rod. Alors que le principe d'un truss rod Gibson, c'est d'avoir une rigidification, d'avoir quelque chose qui est normalement bon à jouer directement lorsque vous avez le truss rod mis à zéro, mais le cas échéant, vous pouvez le serrer. Et d'ailleurs, on estime que la sonorité d'une guitare Gibson est mieux lorsque le truss rod n'est pas serré. Donc en parlant d'autres truss rod, en fait, moi si j'utilise cette technique-là, c'est que c'est la plus simple à mettre en œuvre. Nous revoilà sur l'EBF 04 L ou la Nova 4. Et donc pour ceux qui sont les anciens de la chaîne, vous allez comprendre tout de suite ce que je vais faire bientôt. Mais pour ceux qui sont nouveaux, déjà c'est cool aussi d'être un ancien.
de rejoindre cette belle communauté. Et en plus c'est cool parce que c'est pas une secte non plus. Et donc ce que je vais faire là c'est araser mon renfort en érable pour pouvoir après faire tous mes travaux du style inscrire la forme du manche qui sera reportée après dans la touche, donc cette partie là qui est en diagonale, et après comme cette basse va avoir une tête un peu spéciale, un peu plus travaillée au niveau des bois, je vais affiner la tête pour mettre 2 ailes qui soient plus proéminentes dans le design de l'instrument. Donc en fait il faut que j'ai enlevé mon renfort en érable pour pouvoir mettre un plaquage qui sera ensuite soutenu par 2 parties en Wenge. Le plaquage n'ira pas par-dessus toute la tête de la basse, c'est ça l'intérêt de ce que je veux faire là. Et si ça marche plutôt bien, je pense que je l'appliquerai à tous les instruments, même les prochaines EBF 01, puisque le contraste dans la tête c'est toujours beau, ça ajoute un petit truc en plus. Donc là, comme je vois la colle que j'ai mis là, il faudra en rajouter un petit peu, mais on fera ça peut-être un peu plus tard. Ou directement, parce que là, comme je vous l'ai dit, ici, il y a 2 légères petites tranchées, puisque la fraise, elle n'était pas assez profonde, donc elle a un peu mangé sur les bords. Cependant, c'est pas problématique, dans le sens où ce sera de toute façon caché par la touche en partie, parce que cette partie-là derrière sera sous la plaque de protection, et sera mise à niveau un peu en dessous, donc il faut encore que je détermine à quel niveau, comme le manche est droit, sans renversement, il faut que le corps soit plus bas derrière, et comme le corps fait partie du manche, il va falloir que j'arrase toute une partie, que je défonce toute une partie, pour qu'on soit bien au final. Ainsi, j'ai du coup arasé toute la surface du renfort en érable, et du coup je vais m'attaquer tout de suite au routage du bord de la tête pour pouvoir coller le plaquage, après reponcer et repasser du coup aux ailes, et après faire les bords, ou peut-être avant faire le bord de la base du manche au niveau de la touche. Donc pour ce faire, je vais utiliser un petit niveleur que j'ai, au lieu d'utiliser le grand, parce qu'au moins il y aura plus d'équilibre là-dessus. Ça risquera moins de se décrocher à cause du poids avec le scotch. Voilà. Donc je vais mettre du scotch double face, comme je fais d'habitude. Donc souvent j'utilise ça pour pas abîmer le bois, mais j'utilise aussi ça pour que ce soit plus facile à enlever. En fait, ce que ça fait, vous allez me dire, ça retient pas, c'est du scotch plutôt faible. Mais en fait, ce que ça empêche, c'est de bouger en latéral, on va dire. Si vous tirez dessus, ça va s'enlever. Mais si vous utilisez la défonceuse dessus, ça va pas s'enlever, parce que c'est le fait que ce soit appuyé dessus. En fait, ça fait légèrement comme un serre-joint. Et du coup, vous avez l'avantage de pouvoir l'enlever facilement en tirant dessus verticalement. Hop. Donc j'ai pris cette surface-là, que j'ai nettoyée, à peu près. Et donc, hop. Je mets à peu près à niveau du trait. Voilà. Alors comme c'est une tête et il y aura des morceaux collés dessus, je me fais moins de soucis, donc je
passe, enfin là je l'ai mis au niveau du trait alors que je serais peut-être un petit peu au-dessus si j'avais à faire le côté du manche. Donc du coup là on va prendre la défonceuse et contrairement à ce que je fais d'habitude sur le manche, en fait le manche pour être vraiment précis et pas trop comment dire forcer dessus et peut-être avoir un résultat pas forcément très bon puisque je suis pas sur table, j'utilise une fraise de 1 cm d'épaisseur avec un roulement au-dessus pour pouvoir suivre mon niveleur. Sauf que là comme je dois aller plus profond, je vais prendre comment dire, une fraise plus longue en fait. Du coup, je vais prendre cette fraise là, hop. Donc pour pouvoir bien router le bord à peu près jusque là où je veux. Je devrais quand même couper la tête après, peut-être pas d'ailleurs. Parce qu'en fait ça peut me poser problème pour coller les ailes, donc je couperai peut-être le dessous de la tête, sans couper l'arrière du manche, hein, parce qu'il faut que je mette la touche d'abord. Parce que sinon il se peut que ça bouge. Donc en fait il y a plusieurs façons de faire un manche du coup, c'est de soit tout coller et après couper, soit de tout couper, de raplanir parce que vous allez raplanir, et de encore couper après puisque en fait il faut laisser un peu plus d'épais puisque ça va se tordre. Et donc c'est pas ma technique favorite. C'est une fraise de 8 mm. Donc j'essaye de voir à peu près, bon de toute façon je peux pas faire ça, mais comme le niveleur est assez profond, ça va être un petit peu compliqué de bien mettre la fraise dedans. Et il faut veiller à pas la mettre vraiment beaucoup plus loin que 1 cm du bout, sinon ça peut abîmer l'écrou. Comme il y a un petit espace entre le roulement et la lame, en fait il faut que je le passe légèrement au-dessus, juste au bord du bois, ce qui fait que je préfère utiliser mon autre niveleur parce qu'il a les bords ronds et donc on peut plaquer très proche du niveleur la lame sans qu'elle touche, et là elle va probablement toucher donc ça va me l'abîmer légèrement. Comme c'est de l'alu, je sentirai rien du tout, mais ça va l'abîmer. C'est ça qui fait que j'aime pas utiliser des fraises comme ça. Plus elle est longue, plus elle est réglée bas, plus la défonceuse aime pas ça. Du coup là on va attaquer après avoir fait la défonce des côtés de la tête qu'il faudra légèrement reponcer parce que comme la fraise était longue et que j'étais pas forcément bien calé, j'en ai enlevé légèrement là et ça tombe pile poil là où je finirai la tête, donc pour pas avoir un défaut, enfin un joint de colle qui se voit puisque avec une léger petite roue dedans. Faudra que je revoie ça, et du coup là on va faire les côtés du manche avant de pouvoir coller les ailes de la tête parce que comme je suis là autant faire ça. Ce sera plus rapide, et après avant d'attaquer le collage il faudra que je découpe juste le dessous de la tête. Donc j'ai mon carnet pour redessiner ce qu'il faut, à la fois ce qu'il faut laisser pour la volute, ce que je fais pas d'habitude donc je galère tout le temps à redéfoncer après. Donc là on le fera ici, et du coup après on pourra coller parce qu'en fait il me faut de la place pour poncer, et on collera le plaquage de tête. Du coup il faudrait que je raccourcisse légèrement la tête parce que je me suis aperçu que le plaquage était trop petit. Là ce que je vais faire c'est défoncer les côtés avec une petite fraise parce que j'ai besoin juste d'avoir la délimitation de la touche pour après poser la touche et faire ce qu'il faut pour que ce soit bien comme il faut. Super explication. Et donc là j'ai mis le corps au bout là comme vous voyez. Enfin, du moins le gabarit, pour pouvoir voir en fait où va s'arrêter le manche en fait, en gros. Et donc de pouvoir voir à peu près, comment dire,
où je dois arrêter la défonce en fait, parce que la touche s'arrête dans le corps. Mais comme il y a des ailes, enfin le corps fait des ailes, il faut que je laisse une partie du bois du manche pour que ça aille bien. Donc ça veut dire que la touche devra être resculptée légèrement après pour accepter le petit endroit que je pourrais pas, où je pourrais pas passer sur le manche parce que je pourrais pas l'aplanir vu qu'il sera dans le corps. Je sais pas si vous comprenez. Donc en fait j'ai mis le corps là et j'ai pris les mesures de chaque côté au niveau de ce que ça devrait faire. J'ai pris une marge de 1 mm comme je fais un peu d'habitude pour être sûr, mais ça devrait être bon. Mon but c'est de réussir à passer la défonceuse sans abîmer le niveleur. Ce qui peut arriver. Bon, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il a les bords ronds. Donc on a moins le risque de faire ça. Bon, là par contre, il faut que je décolle le scotch qui est ici. Parce que ça va... En fait, le problème, lorsque vous défoncez, c'est si vous avez des points durs, que ce soit sur la surface sur laquelle vous défoncez ou dans le bois, ça va forcément faire mal. Et quand j'étais sur l'autre, je sais pas si vous avez vu, bah, c'était pas terrible à cause de ça, quoi. Parce que y a de la peinture bloquait le passage de la défonceuse, donc en fait ça faisait pas à pas et en fait ça arrachait les morceaux de bois. On va éviter de faire ça, donc on va enlever toutes les traces de colle, si c'est possible. Et voilà. Donc normalement dans cette configuration là il n'y aura pas trop de problèmes de défonçage. Voilà. Voilà ce qu'il faudrait faire. Alors, il y a un truc avant de faire ça. Alors, donc il faut que je recolle cette partie-là. Je sais pas si vous... Ah non, vous le voyez pas. Donc ce sont des choses qui arrivent. Donc là comme je vois, comme ça fait partie. D'accord. L'instrument il faut que je colle ça. Il va falloir ensuite que je trouve un moyen de sécuriser ça. Parce que si je le redéfonce après, ça risque de faire exactement la même chose. Je m'inquiéterais si ça se voit à la fin, mais normalement en fait si je regarde, en fait la partie sera cachée possiblement par le côté de la tête. Pas mis en dessous là. On va mettre comme ici.
Alors le but c'est que ce soit invisible à la fin évidemment. Et je pense que ça marchera. Comme ça, hop. Donc vous mettez vos deux cœurs. Alors là, c'est juste pour le cintrer, hein. Et ça le cale pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que normalement, dans les plaquages, ça compte des endroits de la tête qui n'existent pas. Tandis que là, il n'y a que cette partie-là. Comme les côtés seront en ringué, je suis obligé de faire ça, comme ça. Donc là, on met ces deux parties. Ici, comme ça. On veille bien qu'on soit droit. J'ai fait des trous là pour pas avoir à les faire après, j'aurais juste à découper après. Et il faut juste que je trouve une pièce de bois. Je vais prendre celle enfin, le template, ça ira bien. Hop. Et puis voilà. On va mettre du coup des serre-joints. Quand vous mettez les serre-joints, il faut plutôt viser à bien répartir les attentions à ce qui semble normal. Mais du coup, on en met un au centre pour caler tout, que je changerai peut-être de place plus tard. Hop. Mettre un ici doucement. Mettre un là. Doucement. Faire l'inverse. Mettre un là. Hop. Bien doucement. Et une fois qu'on en aura assez, on répartit un comme il faut, parce que là il faut que j'en mette plutôt deux au-dessus qu'un seul. On va le faire tout de suite. Je mets ça là, comme ça, voilà. Pour vous montrer, j'ai arasé un côté, donc il faudra encore que je ponce, notamment parce que en fait le problème de la loupe de tuyau, c'est que ça n'a pas un fil droit et c'est assez fragile, donc à découper là, je dois encore poncer un petit peu là pour récupérer ça. Mais en gros, les ailes de tête, elles vont donner ça, voilà à peu près. Donc, il faudra que je reponce légèrement la plaque de tête puisque le plaquage ne sert pas à arrêter le scié, donc c'est un peu plus plat, donc enfin j'ai un plat un peu plus important, donc je vais devoir rattraper ça pour avoir juste le scié derrière le cache trosse après. Voilà. Donc ça devrait donner ça, donc il y aura aussi du coup une autre aile de l'autre côté, et ça devrait être plutôt sympathique. Donc en fait ce que je vais faire, c'est découper le dessous du manche pour que ce soit plus facile à poncer. Et pour former la tête, comme j'ai dit. Et du coup je couperai pas le manche parce que ça va peut-être changer le manche pourrait tourner vers le bas. Hein. Donc je préfère mieux rester comme ça. Et voilà. Donc maintenant je vais utiliser la scie à ruban pour couper le bord qu'il faut là. Pour déjà enlever une partie de ce qui va me gêner en dessous pour passer la défonceuse pour vraiment mettre la tête à la bonne épaisseur. Normalement ce sera 16 si possible, sinon ce sera 15,5 je pense si c'est bien fait.
Parce que plus la tête est épaisse, mieux c'est. Et comme mes ailes de tête sont à 16, je peux pas vraiment aller beaucoup plus bas. Voilà. Donc on va faire ça. Donc du coup, ce que j'ai besoin ici, c'est marquer le côté du manche. Pour être sûr. Et donc, je vais retrouver ici, voilà. Avec ça, si vous voyez, on va le rapprocher un peu. C'est pratiquement la même chose. Donc là, j'avais fait... Non, elle est à 16. Donc là, comme je vais désépaissir un peu la plaque de tête, je vais juste mesurer légèrement plus bas. Et de toute façon, je recouperai encore un peu plus large, donc... Bon, normalement, à la lumière, on devrait le voir. Donc encore une fois, je l'ai dessiné du côté où le manche est le moins plat, et donc le manche étant plus perpendiculaire de l'autre côté, je couperai dans ce sens-là. Bien vérifier à chaque fois, si vous avez votre bout de bois brut, bien vérifier que l'angle, comment dire ça, pour être sûr de bien couper sans enlever trop, en fait, il faut que l'angle du côté qui soit sur la table, il soit supérieur à 90 degrés. Donc ça veut dire que quand vous couperez votre trait, il sera forcément plus bas que le trait de l'autre côté. Tandis que si vous prenez un angle légèrement inférieur, et si vous prenez le trait là, vous serez plus fin de l'autre côté. Donc là en fait, ce qu'il va falloir que je regarde, c'est au niveau du sillet à peu près. Donc on va faire en sorte de dire que normalement le sillet devrait être ici. On va peut-être faire un peu plus loin parce que sinon on a vraiment peur. On va dire ça quand même. Hop, sillet ici. Eh bien on devrait avoir 2 cm. Ouais. Voilà, donc je vais couper juste un peu plus loin que le sillet. Et donc voilà, je vais enlever tout ça, notamment pour enlever cette partie-là, dont j'ai pas besoin, et j'ai pas besoin de rerouter encore défoncer le côté, je veux pas plus abîmer que ça, et devoir poncer encore plus. Donc on va faire ça comme ça. Donc, en plus, j'ai encore un bout à couper derrière, mais je le ferai quand je ferai les ailes du corps, ce sera plus simple. Donc c'est pas parfait, hein, évidemment, parce que j'ai pas une bonne assise sur la scie à ruban. Mais donc c'est à peu près ce qu'on veut pour l'instant, c'est pouvoir poncer les côtés. Il va falloir peut-être que j'enlève un peu de là, d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc il faut juste que je délimite mon talon là, pour pas trop en enlever. Et en fait je vais juste couper un petit peu le bord qui reste là. Pour rappel, on a notre touche qui finit ici. Notre corps il commence là, de ce côté-là. Et donc avant de voir si je fais une volute ou pas, enfin une volute, non, si je fais un talon de manche, pardon, eh bien
On va mettre... dire que ça, il faut pas y toucher, quoi. Ok. Forcément là. Donc ça va un peu m'aider pour faire tout le reste, quoi. Peut-être pas pour poser la touche, pour le coup. Pour faire les ailes à angle droit, donc je prends un niveleur et je le cale sur une plaque en bois avec celle-là, c'est celle pour faire mes cornes en général. Mais du coup, je mets le même genre d'applique quand j'ai fait le manche, hein, surtout pour que ce soit droit. Parce que si vous vous posez la question, oui, lorsque vous prenez une planche géante, avec le temps, elle va se tordre. Donc vous prenez, je sais pas comment ça s'appelle, c'est souvent les cales qui vous permettent comment dire, soit de faire des joints de ciment droit ou même de couper, je crois que c'est plus fait pour ça, couper avec une scie en utilisant ça comme guide, quoi. Donc vous pouvez avoir des trucs très très grands et pouvoir caler comme il faut. Donc là je suis sûr que c'est à la fois droit perpendiculaire et à la fois droit dans ce sens-là. Donc voici venu le temps de coller les deux ailes que j'ai du coup reponcées ici et là. Donc celle d'ailleurs ici, celle et là. Et donc au final il restera pas énormément des ailes. Donc c'est assez inhabituel hein, de mettre un plaquage comme ça, voire même jamais utilisé. Parce que normalement le plaquage est censé cacher le fait qu'il y a deux ailes. Alors que sur certaines basses maintenant de style Rickenbacker ou ceux qui sont inspirés de ça, après n'hésite pas à les afficher sur le manche. Parce que normalement on dit normalement un manche une pièce, mais on ne compte pas les ailes qu'on met sur le côté de la tête. En fait. En théorie, même les manches une pièce sont avec quelques pièces en dessous, quoi. Donc, ce qu'on fait là, ce que je fais là, que j'ai mal fait, ça va être protéger mon joint qui va être collé. Hop. Pour faire en sorte que lorsque je colle, ça puisse adhérer assez pour que je puisse coller l'autre côté et qu'après je puisse joindre les deux sans problème. Ça permet aussi de pouvoir plaquer la tête sans avoir de colle qui vienne dessus. Et ça permet accessoirement d'avoir un joint qui est... Enfin un joint, une plaque de... Enfin la tête qui sera plus facile à poncer. Donc voilà. Donc on vérifie toujours bien ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et donc on commence, on vérifie toujours bien que la colle va bien sortir. Hop, voilà. D'accord. Ce que vous avez entendu, si vous l'avez entendu, c'est une spatule dehors. Hop là. Moi en général je suis pas fan de mettre trop de colle, bon là il y en a quand même pas mal. Le seul truc c'est que il en faut sur les bords, c'est obligatoire. Parce qu'il se peut que mon joint soit pas parfait.
Là, ce qu'on voit, il y a plutôt pas mal de colle. Je viens déjà de le dire. Donc je les mets bien de chaque côté où je sais qu'elles sont, puisque je les ai faites spécialement pour un côté précis. Donc celui-là, c'est le côté... gauche, mais c'est le côté droit quand je vais le poser là. C'est ce qu'on appellerait, disons, le bass side sur la basse. Donc cette partie là que je vérifie, cette partie là va ici et l'autre va de l'autre côté. Donc ce qu'on fait, voilà, on cale ça comme ça à peu près. Et donc le fait que ce soit pas très gros fait que ça tient en fait. Je vais éviter de coller la feuille avec. Hop, donc on place ça là, hop, on repasse ici, hop là. Il faut que ce soit un petit peu plus bas. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est plaquer la plaque de tête. Plaquer... comment dire ça? Donc, déjà, j'ai mal mis le manche pour faire ça. C'était surtout pour pas en foutre partout. Je sais pas si... Voilà. Donc, on fait ça. Donc pour l'instant c'est juste pour que ça tienne. Je fais ça comme ça. Voilà. Alors vous pouvez vous poser la question de pourquoi je fais ça d'abord avant de plaquer les deux morceaux ensemble. C'est que ça va permettre de les stabiliser avant de les plaquer. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est de bien plaquer, évidemment, le plaquage sur la dite tête. Hop, on continue, on fait ça là, voilà. Donc c'est pas très serré pour pouvoir après venir. Bon là déjà il faut d'abord que je fasse ça. Hop. Le problème c'est qu'il faut que je sécurise à la fois la tête mais que je puisse passer un serre-joint aussi. Voilà. Derrière. Et donc, ce que je veux dire par derrière, c'est bien évidemment ici. Et donc, évidemment, ce que je vois, ça ne va pas passer. Si, ça passe. Okay. Donc voilà, on va enlever ça parce que sinon ça passe pas. Hop. Voilà.
Et on vérifie que tout va bien se poser. Normalement, il n'y a pas besoin de 50 milliards de serre-joints, même si j'aime bien faire ça des fois, pour bien sécuriser tout. On va mettre peut-être un peu de l'autre côté si on a la place. Et voilà, et donc normalement, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est comme il faut? Ça a l'air plutôt pas mal. Hop. J'en mettrai bien un derrière. Peut-être un plus gros du coup. Hop. Donc c'est là que je vais arrêter du coup cette vidéo, parce que je peux rien faire d'autre et il faut que je laisse reposer, parce que comme vous avez vu ça, il y a quand même pas mal de poids sur la tête, donc il va falloir que je laisse ça tranquille pendant un moment. Donc j'ai tout pensé à la main, et je sais, comme je l'ai déjà fait, que ça se passera bien, que les jointures sont plutôt propres. Ce qu'il faut penser, c'est que surtout sur des petites surfaces comme ça, bon, faut faire ça plus plat possible, pardon. Mais il faut savoir que le bois, c'est un peu comme du papier, hein, évidemment. On pourrait comparer ça à une échelle différente, à un peu de la mousse. Donc, comme le bois, ça vient du vivant, c'est quand même un peu flexible. Donc lorsque vous compressez les fibres et que vous collez, vous pouvez réussir à avoir un résultat homogène en vraiment serrant juste bien deux parties ensemble. Évidemment, la meilleure jointure sera toujours celle qui sera parfaite, mais ça n'arrive pas tout le temps, donc n'hésitez pas à bien serrer comme il faut. Là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pressé évidemment sur les côtés, là comme vous le voyez, en veillant bien voir de la colle sortir partout, à la fois en bas et sur les côtés, hein. Même si en haut je fais exprès, on peut pas le voir puisqu'il fallait plaquer sur le plaquage le gabarit de tête pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment plane quand j'enlèverai. Et donc éventuellement, même si c'est un peu courbé, en fait on raplanira légèrement pour réussir à avoir un résultat homogène. Et sachant que la tête sera coupée, le fait que après ça bouge légèrement ne sera pas un problème. Donc la prochaine étape, ce sera de recouper la tête avec la scie à ruban. Je vous montrerai sûrement ça. J'essaierai de pas paumer les roches cette fois. Je défoncerai ça après le Vengue. C'est un bois qui a l'air vraiment très dur, donc j'espère qu'à la défonceuse ça va le faire, hein. C'était le Vancol que j'ai déjà fait qui n'était pas vraiment terrible, qui n'a pas exactement la même structure, mais voilà. Faites toujours bien attention quand vous prenez un nouveau bois de pas défoncer trop vite, et de toute façon défoncez jamais trop vite. Donc voilà, donc on peut voir un peu la structure du manche, donc j'avais découpé là. Je fais toujours ça pour pouvoir travailler plus facilement dessus lorsque je mets la touche pour pouvoir la raser. Donc, du coup ça me permet de l'aplanir plus facilement. Il restera en fait là, on peut voir ça. Il restera ça à faire à la défonceuse, j'aurais peut-être dû le faire avant ou je le ferai juste après. Donc vous verrez ça la prochaine fois. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil. Je vous fais plein de bisous sur les fesses et salut.